Une jeune fille de 16 ans est sortie pour courir et a disparu. La police a lancé une enquête qui durerait finalement 38 ans. Lorsque la vérité a finalement éclaté, les gens ont été littéralement choqués. Il s'est avéré que l'affaire aurait pu être résolue en quelques semaines seulement, mais il a fallu près de 4 décennies pour trouver des réponses. Dans cette vidéo, nous vous racontons ce qui est arrivé à Joyce Mselin. Joyce Mselin est née le 4 septembre 1963. Quand elle était jeune, sa famille a déménagé dans une petite ville appelée Millinocket, située presque à la frontière des États-Unis. Dès son plus jeune âge, elle avait une passion pour la musique. La jeune fille maîtrisait rapidement plusieurs instruments, mais son préféré était le saxophone. Elle aimait composer ses propres morceaux et faisait partie du groupe de musique de l'école. De plus, elle était membre de l'équipe de cheerleading, jouait au soccer et était en général une participante très active de la vie scolaire. À la fin des vacances d'été en 1980, Joyce se préparait pour ses 17 ans imminents. Elle venait de recevoir son permis de conduire et prévoyait d'aller au bord du lac avec des amis et des proches pour célébrer son anniversaire. Elle avait même l'intention d'inviter un groupe musical local pour fêter son anniversaire. Joyce avait encore 2 années scolaires à terminer, après quoi elle prévoyait d'aller à l'université. La jeune fille se préparait à cela à l'avance, elle ne faisait donc que des études honorifiques, tout en accumulant diverses réalisations sportives et musicales. Le 8 août, elle a passé la journée au lac avec ses amis, après quoi elle a décidé d'aller courir. Joyce aimait les sports, mais la course à pied n'était pas son activité préférée. Malgré cela, elle prévoyait de jouer au soccer au lycée lors de la nouvelle année scolaire et faisait tout son possible pour rester en forme. La jeune fille est partie courir vers 19h30. Normalement, elle courait avec son amie, mais celle-ci était occupée ce soir-là. Joyce avait un itinéraire habituel. Elle faisait quelques tours sur la route qui contournait sa petite ville. Cela prenait généralement environ 1 heure, mais cette nuit-là, la jeune fille n'est jamais rentrée chez elle. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis le départ de Joyce et sa mère commençait à s'inquiéter sérieusement. La jeune fille prévenait toujours ses parents de ses déplacements, et si elle était allée se promener avec des amis après sa course, ses parents l'auraient déjà su. Sa mère a décidé de partir à sa recherche et a parcouru la ville en voiture. Elle a interrogé tous les voisins qu'elle rencontrait, mais personne n'avait vu Joyce. Étant donné que la grande majorité des habitants de cette petite ville se connaissaient, quelques personnes de plus se sont jointes à la recherche. La nuit approchait et la jeune fille était toujours introuvable. Les parents inquiets ont alors décidé d'appeler la police. Les agents locaux se sont immédiatement joints à la recherche et, dans les heures qui ont suivi, de plus en plus de citoyens ont pris la rue. Ils ont fouillé l'itinéraire emprunté par Joyce, ainsi que la zone derrière l'école. Malheureusement, aucune trace de Joyce n'a été trouvée. À mesure que les heures passaient, la panique augmentait et l'espoir de retrouver Joyce vivante et indemne diminuait. C'était au milieu de la nuit. La police avait complètement écarté la possibilité qu'elle soit sortie avec des amis. Le problème était que tout le monde qu'elle connaissait était chez lui et a ensuite participé à la recherche. Les parents de Joyce ne pouvaient tout simplement pas imaginer que leur fille ait décidé de sortir seule jusqu'à très tard dans la nuit. Ils ne parvenaient pas à la localiser et la recherche a duré 2 jours. Pendant ce temps, les policiers, accompagnés de résidents, ont continué à explorer la région jusqu'à ce qu'ils fassent enfin la découverte déchirante le 10 août. Le corps de Joyce a été retrouvé à seulement 60 mètres des terrains de jeu de l'école, non loin des arbres. La jeune fille était allongée par terre. Pratiquement tous ses vêtements manquaient et ses mains étaient attachées derrière son dos avec un morceau de tissu bleu. La police a immédiatement réalisé que la victime avait été violemment frappée à la tête, mais une analyse plus détaillée devait être effectuée par des experts médicaux. Après avoir examiné le corps, ils ont conclu que la jeune fille avait reçu plusieurs coups à la tête et que sa mort était survenue le soir même où elle avait disparu. Malgré le manque quasi total de vêtements, l'auteur inconnu ne l'avait pas agressée sexuellement. Malheureusement, aucune autre information n'a pu être obtenue. Il n'y avait pas d'échantillon d'ADN étranger sur le corps, et même au début des années 1980, cette technologie n'en était qu'à ses balbutiements. La première personne condamnée grâce à des tests ADN n'a été arrêtée qu'en 1987. Ainsi, la police était confrontée à une enquête complexe avec un ensemble minimal d'indices. Peu de temps après la découverte du corps, les policiers ont retrouvé les vêtements de Joyce, mais cela ne les a pas rapprochés d'une solution non plus. La nouvelle du meurtre brutal s'est rapidement répandue dans la ville, la plongeant dans un état très sombre. Comme c'est souvent le cas, les habitants de ces petites villes, au milieu de nulle part, n'avaient jamais été confrontés à un meurtre. Ajoutant à l'anxiété, le tueur était toujours en liberté. Son identité restait inconnue. Étant donné le manque total de preuves, plusieurs théories ont circulé dans la ville.
La plus populaire était que le corps de Joyce avait été retrouvé près d'un endroit où des jeunes moins fortunés se rassemblaient. Ils buvaient souvent de l'alcool là-bas la nuit et consommaient également des substances illégales. Les gens pensaient qu'un groupe de jeunes un peu ivres aurait pu agresser Joyce et que les choses auraient dégénéré. La police a même vérifié auprès des habitants qui passaient régulièrement du temps dans ces groupes, mais ils n'ont pas pu établir leur implication. Une autre théorie était que le meurtrier aurait pu être un homme venu pour travailler saisonnièrement. Des centaines de personnes venaient régulièrement dans cette région, car il n'y avait pas suffisamment de personnes locales pour occuper tous les emplois. Mais même ici, la police n'a trouvé aucune preuve. Certains ont même commencé à suspecter le bénévole qui a découvert le corps de Joyce. Le fait était qu'il avait passé la plupart de son temps à surveiller la région en tandem avec un autre bénévole. Le dernier jour, cependant, il est sorti seul pour chercher. À cause de cela, il y avait une théorie selon laquelle il était impliqué, mais même ici, la police n'a pas pu confirmer sa culpabilité. Il y avait une autre version. Il s'est avéré que la même nuit où Joyce a disparu, il y avait eu un grave accident non loin de la ville. Un résident local de 19 ans s'était introduit clandestinement dans un garage et avait volé un camion-citerne d'essence avant de percuter un autre véhicule. Il a été gravement blessé à la tête et est tombé dans le coma pendant 9 jours, rendant impossible pour la police de l'interroger, et lorsqu'il s'est réveillé, il a plaidé non coupable. Les enquêteurs ne savaient plus quoi faire. Ils n'avaient aucune preuve ni aucun témoin. En conséquence, l'affaire a été mise de côté pendant des années, pendant lesquelles la police n'a pu se rapprocher d'aucun indice. 8 ans plus tard, les proches de Joyce ont lancé une pétition appelant à la couverture du meurtre de leur fille dans une émission nationale sur les crimes non résolus. Cela permettrait de faire connaître l'affaire aux téléspectateurs à travers l'Amérique et d'attirer l'attention de témoins potentiels. Il y avait toujours la possibilité que quelqu'un ait entendu ou vu quelque chose, mais pour une raison quelconque, ne l'ait pas signalé à la police. La pétition a recueilli 6000 signatures, et les auteurs du programme ont accepté de faire leur propre reportage. Il a été diffusé en 1989 et la police a en effet reçu de nombreuses demandes. Cependant, toutes les informations recueillies se sont révélées soit erronées, soit carrément fausses. Malheureusement, cela arrive dans presque tous les cas bien connus. Les gens font des erreurs ou mentent tout simplement en inventant des faits inexistants, obligeant ainsi la police à perdre du temps et des ressources dans des vérifications. L'affaire a stagné pendant plusieurs années supplémentaires, mais pendant tout ce temps, la mère de Joyce a continué à se battre pour la vérité. Au milieu des années 2000, elle a décidé que les nouvelles technologies et techniques en médecine légale pourraient aider à découvrir des preuves qui auraient été manquées dans les années 1980. Pour ce faire, les experts devaient exhumer le corps de la victime, mais il y avait des défis. Au départ, les autorités ont refusé la demande d'exhumation de la mère. Ils estimaient qu'en près de 3 décennies, toute preuve éventuelle n'avait tout simplement pas été préservée, mais la femme a continué à insister, et en 2007, elle a réussi à faire avancer la question. L'expert médical Peter Cummings du Massachusetts a beaucoup contribué à cet effort. Il est né à East Millinocket et n'avait que 5 ans au moment du meurtre de Joyce. Malgré son jeune âge, il se souvenait bien de l'horreur dans laquelle sa ville avait été plongée. Peter a admis que ce sont ces événements qui l'ont orienté vers le domaine de la médecine légale et de la médecine. Lorsqu'il a appris que les autorités avaient rejeté la pétition de la mère de Joyce pour l'exhumation, il l'a contacté et lui a demandé de ne pas abandonner l'idée. Peter pensait que les restes pouvaient avoir été suffisamment préservés pour essayer d'en extraire des preuves. Il a également contacté l'un des principaux experts en médecine légale aux États-Unis, qui s'est intéressé à l'affaire. La mère de Joyce a décidé de prendre l'initiative et d'organiser un examen indépendant. L'exhumation nécessitait environ $20 000 provenant de leurs propres fonds, que la famille n'avait pas, mais elle bénéficiait du soutien de personnes concernées qui, après tant d'années, se souvenaient toujours de l'affaire. Avec leur aide, la famille a rapidement rassemblé la somme nécessaire, et l'exhumation a eu lieu en 2008. À la surprise de beaucoup, les experts ont découvert des preuves importantes, mais à l'époque, ils ont gardé cette information secrète. Les enquêteurs ont seulement déclaré que la découverte ne serait pas suivie d'une arrestation immédiate, mais la police a immédiatement rouvert l'affaire. Quelques mois plus tard, on a signalé que des personnes non identifiées avaient profané la tombe de Joyce. La police a déclaré ne pas savoir si cela avait un lien avec l'enquête sur le meurtre. Le prochain tournant majeur est survenu 1 an plus tard, en 2009, et ce moment a peut-être été décisif, car les forces de l'ordre ont annoncé pour la première fois en 29 ans un suspect principal. Revenons à 1980. Comme nous nous en souvenons, quelques heures après le meurtre de Joyce, un homme local a volé un camion-citerne d'essence et a eu un grave accident, ce qui l'a plongé dans le coma. Cet homme était Scott Fournier, âgé de 19 ans, et en 2009,
il a été mis en accusation pour détention de matériel illégal impliquant des mineurs. Il semblait que les deux affaires n'étaient pas liées, sauf qu'après la condamnation, le juge a soudainement désigné Scott comme une personne d'intérêt dans l'affaire du meurtre de Joyce Mselin, exhortant l'homme à avouer ce qu'il avait fait. Cette nouvelle a beaucoup surpris les proches de Joyce. Ils connaissaient tous Scott et savaient que la police le considérait comme un suspect à cause de cet accident. Mais pourquoi un juge l'avait-il officiellement désigné comme une personne d'intérêt, après de longues 29 années? Le détective principal de l'affaire a refusé de commenter la situation. Il a seulement déclaré qu'ils avaient fait des progrès significatifs depuis l'exhumation et que l'enquête était en bonne voie. Scott a été condamné à 6 ans et demi de prison pour possession de matériel interdit. C'était une peine minimale, malgré son casier judiciaire. Il a été jugé en 1979, 1980 et 1984 pour vol, mais tous ces crimes remontent trop loin dans le passé pour influencer la durée de sa peine actuelle. Il est également apparu sur le radar de la police en 2001, lorsque sa fille de 6 ans s'est plainte qu'il la moleste. Bien que les forces de l'ordre aient cru la fille, le crime n'a pas pu être prouvé et Scott n'a pas été puni. Tout ce qui précède semble déjà suffisant pour que cet homme soit sérieusement considéré comme le meurtrier de Joyce, mais il s'avère que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et que cela devient beaucoup plus effrayant par la suite. Malheureusement, l'affaire a traîné pendant plusieurs années supplémentaires. Pendant que l'homme était en prison, les enquêteurs ont gardé secrètes les preuves qu'ils avaient rassemblées et interrogé des témoins potentiels. En 2015, ils ont constitué une équipe de 10 hommes et ont de nouveau fouillé la zone où le corps de Joyce avait été retrouvé. À la fin de la recherche, ils n'ont donné aucun détail, mais un an plus tard, tout s'est mis en place. Le 4 mars 2016, la police a officiellement annoncé l'arrestation du suspect. Scott Fournier, qui venait tout juste d'être libéré de prison, a été placé en détention et inculpé du meurtre de Joyce Mselin. Scott, qui avait déjà 55 ans à l'époque, a refusé de plaider coupable et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Il a passé près de 2 ans en prison en attendant sa première audience car il n'avait pas les $300 000 de caution. Le procès n'a commencé qu'en 2018 et le public a enfin appris quelque chose de vraiment étrange. Il s'est avéré que Scott avait à plusieurs reprises avoué avoir tué Joyce quelques semaines après les faits. À une occasion, il a pleuré et avoué à sa mère et à sa sœur qu'il avait tué Joyce. À d'autres occasions, il l'a dit à un prêtre local, à une connaissance d'un couple marié et à un collègue. Certaines de ces confessions n'ont pas été transmises à la police avant des années, mais certaines ont été connues presque immédiatement. Scott a été interrogé, mais il a commencé à nier sa culpabilité. L'homme faisait référence à la blessure à la tête qu'il avait subie dans l'accident. Selon lui, il pensait vraiment avoir tué Joyce, mais maintenant il croit que cela ne s'est jamais produit en réalité. Il a été interrogé 27 fois au total et Scott n'a cessé de changer de version. Au début, il a dit à la police qu'il avait tué Joyce en la poignardant plusieurs fois avec un isolateur en verre d'une ligne électrique qui se trouvait à proximité. La jeune fille a en effet été tuée juste sous la ligne électrique. Scott a ensuite déclaré qu'il lui avait attaché les mains, l'avait agressée et s'était enfui. La police était perplexe face à un fait dans cette histoire. Premièrement, ils n'ont pas pu identifier l'arme du meurtre exact, même si un isolateur en verre a été trouvé près du corps. Deuxièmement, Joyce n'avait pas été agressée, comme l'attestait le rapport du médecin légiste, mais par ailleurs, son récit était très proche de la vérité. Au cours des interrogatoires suivants, il a déclaré qu'il avait tué Joyce en compagnie d'autres personnes. Puis il a dit qu'il les avait simplement regardées l'attaquer. Il a ensuite de nouveau changé sa déclaration et a dit que ces personnes l'avaient forcé à participer au crime. Il y avait de nombreuses histoires de ce genre et pendant la phase d'enquête, les enquêteurs étaient juste déroutés. Ils n'avaient aucune preuve tangible contre Scott, et son récit changeait à chaque fois qu'ils l'interrogeaient. Pour cette raison, il n'a pas été arrêté pendant toutes ces années. Ce n'est que progressivement qu'ils ont réussi à rassembler suffisamment de preuves pour que l'affaire puisse être jugée. 2 témoins ont aidé en cela un prêtre et un collègue de Scott qui l'ont tous deux entendu avouer. Le collègue a demandé à l'homme comment il avait réussi à s'en sortir. Scott a répondu qu'il avait simplement donné aux policiers de faux témoignages impliquant d'autres personnes et que cela les avait éloignés de sa piste. Le collègue a rapporté la conversation à ses supérieurs, mais pas à la police. Apparemment, ils n'ont jamais transmis l'information aux forces de l'ordre. Il a avoué au prêtre qu'il n'avait pas abusé de Joyce parce qu'elle avait ses règles à ce moment-là, et que cela était un facteur clé. La police n'a jamais divulgué cette information, bien qu'elle en ait pris connaissance après l'examen du corps de la jeune fille. Il s'avère que Scott ne pouvait tout simplement pas connaître de tels détails, à moins qu'il ne soit lui-même le meurtrier. Les avocats de Scott ont insisté sur le fait que toutes les preuves étaient circonstancielles, ils ont attribué les aveux de leur client aux blessures à la tête qu'il avait subies dans l'accident.
Ils ont également cité le fait que la police n'avait pas arrêté l'homme immédiatement après son premier aveu du meurtre. De plus, les avocats ont critiqué le tribunal pour avoir refusé de prendre en compte d'autres suspects. Par exemple, ils ont essayé de rejeter la responsabilité sur l'homme qui a découvert le corps de Joyce, Peter Larley. Ce matin-là, ils devaient partir à la recherche de la fille, en binôme avec un autre bénévole. Ils avaient convenu de se retrouver à 6 heures du matin, mais Peter ne s'est jamais présenté. Plus tard, le bénévole a appris qu'il était sorti tôt et avait trouvé le corps, mais il y a aussi un point étrange ici. La sœur de ce bénévole habitait à côté de Peter et le matin de ce jour-là, elle a vu l'homme quitter la maison à l'aube. Selon la femme, il avait un grand sac de sport dans les mains, et lorsqu'il est rentré chez lui après avoir trouvé le corps, il avait l'air heureux et souriant. Cette histoire semble douteuse, ne serait-ce que pour la raison que le bénévole n'a rapporté tout cela à la police que 16 ans après le meurtre. Cela semble déjà étrange, et il est impossible de vérifier l'authenticité de ces paroles. Malheureusement, Peter Larley est décédé d'une crise cardiaque 2 jours seulement avant l'arrestation de Scott. Pour cette raison, personne ne saura jamais pourquoi il était sorti plus tôt, mais la police a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de sa participation au meurtre. L'accusation a rejeté tous les arguments des avocats. Ils ont assuré que la police avait examiné tous les suspects possibles et n'avait pas pu trouver ne serait-ce qu'une once de leur implication. Scott, en revanche, donnait de nombreuses raisons de suspicion. Même son beau-père avait déclaré à la police dès le début de l'enquête qu'il soupçonnait Scott du meurtre. Selon lui, quelques jours avant l'incident, le garçon avait dit qu'il prévoyait de commencer à courir le soir. Il a également mentionné qu'il ressentait de la sympathie pour Joyce. De plus, lorsque Scott a avoué pour la première fois le meurtre, on lui a demandé de montrer où il avait attaqué Joyce. Le garçon a conduit les enquêteurs exactement à l'endroit où le corps a été trouvé. Ils ont cité plusieurs autres témoins pour corroborer la théorie de sa participation. Le soir du meurtre de Joyce, vers 21 h, le couple a vu Scott passer près de la scène du meurtre de Joyce avec une bouteille d'alcool à la main. Sauf que, selon eux, un jeune homme inconnu courait à côté de lui. À l'époque, ils ne savaient pas que c'est là que le corps de la fille serait retrouvé, mais ils l'ont signalé ultérieurement à la police. 1h30 plus tôt, 2 adolescents locaux avaient également vu Scott et un jeune homme non identifié courir dans cette zone. Le procès a duré un peu plus de 2 semaines et le verdict final a été rendu le 5 février 2018. Scott a été reconnu coupable du meurtre de Joyce et condamné à 45 ans de prison. À l'époque, l'homme avait 57 ans, une peine qui garantissait pratiquement qu'il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. En 2019, les avocats de Scott ont fait appel, ce qui leur a permis de programmer une nouvelle audience. Cependant, le tribunal n'a pas modifié la peine initiale. Selon le juge, les preuves contre l'auteur étaient accablantes, et tous les arguments de la défense étaient sans poids. Les proches de Joyce se sont débarrassés du poids lourd de l'ignorance qui pesait sur leurs épaules depuis 38 ans. Pendant tout ce temps, ils se sont battus pour la vérité, et c'est sa mère qui a le plus contribué. Cette femme a consacré sa vie à obtenir justice. Finalement, elle est allée encore plus loin et a contribué à faire adopter une loi qui a permis aux autorités d'allouer des fonds substantiels pour la création d'équipes chargées des homicides non résolus. Un point obscur subsiste dans toute cette histoire: qui était l'autre homme vu par les témoins? L'implication de Scott ici est presque évidente, il connaissait tellement de détails que la police n'a jamais rendu public. On ne peut pas simplement le considérer comme une conjecture, mais qu'en est-il des 2 groupes de témoins qui ont rapporté la même chose à la police? Se pourrait-il que Scott ait commis ce crime en compagnie d'une autre personne? Ce point est également discutable. Après que Joyce a été tuée, Scott a volé un camion-citerne d'essence et a eu un accident, mais il était le seul dans la voiture. Où est allé son supposé partenaire? Il est possible qu'ils se soient séparés immédiatement après le meurtre et pourtant, la version du deuxième tueur semble douteuse. Partagez votre opinion sur cette histoire et n'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Merci de l'avoir regardée.